Nous appelons maintenant Léa Trouvé, qui pose une question délicate. Existe-t-il de bons ophtalmologistes? Qu'est-ce qu'un bon ophtalmologiste? Oui, mais moi je dis, existe-t-il de bons ophtalmologistes? Et où en trouver? Donnez-nous le GPS pour les trouver. C'est pas prévu dans l'étude, mais une future étude, oui. Cher président, chers membres de l'Académie, chers confrères, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter une étude qu'on a réalisée dans notre service d'ophtalmologie à l'hôpital de Strasbourg, sous la direction du professeur Boursier. Et on avait donc pour sujet, qu'est-ce qu'un bon ophtalmologiste selon nos patients? Donc, on a voulu faire cette étude pour aller à la rencontre de nos patients et connaître leurs attentes à notre sujet. Quelles compétences ils attendent de nous, quelles caractéristiques de personnalité est-ce qu'ils espèrent retrouver chez nous, tout en différenciant donc ces résultats selon des sous-groupes de patients. On a voulu comparer les avis des femmes, des hommes, les avis des patients les plus jeunes, les un peu moins jeunes, et les avis des patients selon leurs motifs de consultation. Tout ça dans le but à la fois de pouvoir nous adapter à nos patients, à notre pratique au quotidien et d'améliorer la formation des futurs ophtalmos et aussi plus largement des futurs chirurgiens et médecins en général. Alors, ça reste une question, qu'est-ce qu'un bon ophtalmo, à laquelle il est difficile de répondre. On n'a pas de réponse toute faite parce qu'on voit que c'est une question qui fait appel à des qualités subjectives, donc qui en pratique sont difficilement mesurables. Pour autant, c'est une question qui nous a semblé nécessaire de nous poser pour qu'on puisse améliorer notre pratique, pour qu'on puisse prendre un recul sur ce qu'on fait aujourd'hui, pour qu'on puisse s'améliorer pour le futur. Et il n'existe encore aucune étude qui recueille l'avis des patients sur ce qu'est le bon ophtalmo et plus largement sur ce qu'est le bon chirurgien. Alors, on a commencé notre étude par une revue de la littérature complète qui nous a permis de créer un tout nouveau questionnaire. Ce questionnaire, on l'a distribué aux patients inclus dans notre étude. On a recueilli toutes les données et on les a ensuite analysées. Donc, première étape, une revue de la littérature complète effectuée dans 4 bases de données. On a utilisé différents mots-clés qui étaient satisfaction, compétence, qualité, associés aux termes médecin, chirurgien et ophtalmologiste. On a identifié 59 articles inclus dans notre étude. Et ce qui nous intéressait dans ces articles, c'était de trouver des qualités, des adjectifs qui décriraient le bon médecin, le bon chirurgien, le bon ophtalmologiste. Et on voulait que ces qualités soient redondantes, c'est-à-dire qu'elles soient citées au moins 2 fois dans toute l'analyse de la littérature. Donc, on en a sélectionné 39, des critères redondants. Et après, selon leur pertinence, leur simplicité d'utilisation et de compréhension par les patients, on en a donc sélectionné 16 dans notre étude, qu'on a séparé en 4 groupes de compétences différentes. Les compétences techniques et théoriques, les compétences organisationnelles, les compétences humaines et les compétences en communication. On a donc inclus des qualités issues de la littérature dans un questionnaire. On a également voulu intégrer toute une partie de communication. Pour ça, on a choisi d'utiliser un modèle qui est scientifiquement validé, qui est la ProcessCom, un modèle de communication développé dans les années 70 par Taibi Keller, un psychologue américain qui travaillait à la NASA. Et c'est un modèle qui sert à diminuer au maximum les difficultés de communication entre les personnes. Il se base donc sur le fait qu'il existe 6 profils dominants de personnalité. Ces 6 profils sont présents en nous. Et on va chacun avoir un profil de base qui va s'exprimer tout au long de notre vie, un peu plus fort que les autres profils. Chaque profil est associé à 3 adjectifs différents qu'on va voir maintenant. Donc, on a le bleu, c'est l'analyseur. Il est logique, responsable et organisé. L'énergiseur, il aime s'exprimer de façon spontanée, de façon ludique et il est très créatif. Le promoteur est plein de ressources, il sait s'adapter à différentes situations facilement, il sait utiliser son charme quand il le faut. L'empathique est sensible, chaleureux et compatissant. Le persévérant est observateur, consciencieux, engagé, dévoué auprès de ses patients si c'est un médecin. Et l'imaginaire est à la fois imaginatif, mais aussi réfléchi, calme, plutôt solitaire. Donc, on a pris les 16 qualités issues de la littérature, les 18 adjectifs de la ProcessCom qu'on vient de voir, et on a créé un tout nouveau questionnaire.
Ce questionnaire, avant de le mettre en pratique, on l'a testé sur des groupes de patients tests. La dernière version a même été testée auprès de la commission des usagers de la fac de médecine de Rennes. Et donc, le fait de tester ces questionnaires, ça nous a permis à la fois de savoir que ça prenait à peu près 10 minutes de le remplir, et ça nous a surtout permis de savoir quelles pouvaient être les difficultés en pratique rencontrées par notre patient pour remplir ce questionnaire. Donc, la version finale était en français. Vous prenez des questions à choix multiples et 4 parties différentes. D'abord, on présentait notre étude. Ensuite, des questions sociodémographiques, les 16 qualités qu'on va voir qui viennent de la littérature, les 18 adjectifs de la ProcessCom qu'on a vus. Voilà les questions préambules. Donc, vous êtes un homme, une femme, quel est votre âge? Pourquoi est-ce que vous venez aujourd'hui? Les patients devaient choisir un ou plusieurs motifs parmi les suivants. Je viens pour le suivi d'une maladie oculaire, pour un contrôle habituel de routine, en pré- ou post-opératoire, ou alors c'est ma première fois chez l'ophtalmo. Voilà les qualités issues de la littérature. Donc 16 qualités, 4 sous-groupes. Les compétences techniques et théoriques, les compétences en communication, les compétences humaines et les compétences organisationnelles. Donc, les patients devaient sélectionner sur une échelle de Likert allant de 0 à 5 l'importance qu'ils accordaient à chaque item. Donc 0, pour moi, ce n'est pas du tout important que mon ophtalmo ait cette qualité. 5, c'est obligatoire qu'il la possède. Ensuite, donc, les 18 adjectifs issus de la ProcessCom qu'on a vu juste avant, et les patients devaient en sélectionner 6 parmi ces 18. On a inclus tous les patients venant consulter dans notre service d'ophtalmologie à l'hôpital civil de Strasbourg. On a exclu les patients de moins de 18 ans, ceux qui avaient des difficultés avec le français, des difficultés visuelles ou cognitives. Ces questionnaires étaient distribués et collectés avant les consultations et ils étaient présentés aux patients sous 2 formats, soit papier, soit électronique, avec l'iPad du service ou des QR codes disposés dans les salles d'attente. Tout ça a été fait sur une période de 6 mois, allant de novembre 2020 à mai 2021. Donc, on a créé une analyse statistique à partir du recueil de ces questionnaires. Notre but, c'était de hiérarchiser les qualités de la littérature, les critères du ProcessCom et de comparer ces résultats selon les sous-groupes de patients. Donc, femmes, hommes, plus jeunes, un peu moins jeunes et motifs de consultation. Donc, on a utilisé la formule de Cochrane pour le choix de la taille de l'échantillon, 2 logiciels, Excel P-Value, différents tests statistiques et un seuil de significativité fixé à 0,05. Au total, on avait plus de 1000 questionnaires remplis dans notre étude. Il y en avait quand même 1 sur 3 qui était illisible ou mal rempli. Donc, on en a sélectionné 784 pour analyse. Dans ces questionnaires analysables, on avait une prédominance féminine à 60% et la moyenne médiane d'âge était égale à 47 ans. Cette médiane d'âge nous a permis de séparer les 2 sous-groupes de patients plus jeunes, moins de 47 ans, un petit peu moins jeunes, plus de 47 ans. Et donc avec une étendue d'âge qui était très large, de 18 à 96 ans. Donc voilà les différents motifs de consultation. Celui qui prédominait, c'était le contrôle habituel de routine, suivi par la maladie oculaire, le suivi pré- ou post-opératoire, et le motif le moins choisi était « je viens pour la première fois chez l'ophtalmo ». Voilà donc les motifs de consultation en fonction de si le patient était un homme, une femme et selon son âge. On voit que les patients venant pour un simple suivi de routine étaient majoritairement des femmes plutôt jeunes. Ceux qui venaient pour une maladie oculaire chronique ou pour une opération étaient un peu plus âgés. Et ceux qui venaient pour la première fois étaient plutôt des hommes jeunes. Voilà donc les 16 qualités issues de la littérature avec les 4 sous-groupes de compétences. On voit que le sous-groupe qui prédomine vraiment et qui sont donc les compétences les plus demandées par nos patients aujourd'hui sont les compétences en communication, qui sont suivies par les compétences organisationnelles, puis les compétences humaines et enfin les compétences techniques et théoriques qui obtiennent des résultats très variables selon les items. Si on regarde qualité par qualité, les 3 qualités que nous demandent le plus nos patients aujourd'hui sont la communication, l'humilité et les connaissances à jour. Les qualités les moins choisies étaient la participation aux missions humanitaires, à la recherche, le fait d'avoir beaucoup de diplômes, d'être informatisé et d'être bien à l'heure.
Si on regarde donc les résultats selon l'âge de nos patients, on a sur ce graphique en vert les patients ont moins de 47 ans, en gris les plus de 47 ans, et les étoiles montrent la significativité des résultats. Donc les patients un petit peu moins jeunes étaient globalement plus exigeants, avec des scores plus élevés pour toutes les questions qui avaient trait aux connaissances théoriques et pratiques, qui étaient liées à la communication et à l'accessibilité au cabinet. Il y avait seulement 2 compétences qui étaient privilégiées par les plus jeunes. C'était le fait que leur ophtalmo puisse respecter leurs préférences dans le choix du traitement et qu'il sache admettre ses erreurs quand il l'en fait. C'est comme pour les gynécos. Si on regarde maintenant les résultats selon le motif de consultation de nos patients. Ceux qui viennent pour un suivi habituel, qui n'ont pas de pathologie particulière, ce sont ceux qui sont le plus demandeurs au niveau de la ponctualité. Ceux qui viennent pour une opération veulent bien sûr que leur ophtalmo opère bien, mais aussi qu'ils participent à la recherche. Mais ces patients accordent moins d'importance au fait que l'ophtalmo tienne compte de leurs préférences dans le choix du traitement. Et ceux qui venaient pour une maladie oculaire chronique voulaient que l'ophtalmo sache opérer, qu'il participe à la recherche, à l'humanitaire, et qu'il puisse les accepter en urgence s'il y a besoin. Mais c'est vrai que ces patients qui ont tendance à venir beaucoup plus régulièrement sont moins exigeants avec la ponctualité de leur médecin. Donc voilà les profils préférés par nos patients au niveau de la personnalité. Nos patients préféraient les ophtalmos persévérants, analyseurs et imagineurs. Alors, si on regarde les qualités de chacun, ça peut s'expliquer parce que le persévérant, il est consciencieux, il est observateur, dévoué. L'analyseur, il est logique, il est responsable et organisé. Et l'imagineur, est calme et réfléchi. Et on verra que c'est 2 qualités très demandées par les plus âgés et les hommes. Si on regarde qualité par qualité, nos patients aiment les ophtalmos qui sont consciencieux, responsables et réfléchis. Donc 3 qualités dont il faudrait qu'on s'inspire aujourd'hui pour s'améliorer. Sous-groupe par sous-groupe. Les femmes avaient tendance à privilégier les ophtalmos qui étaient chaleureux. Les hommes préféraient plutôt qu'ils soient imaginatifs et qu'ils sachent faire preuve de logique. Les patients les plus jeunes aiment le médecin qui s'exprime de façon ludique, avec du charme, qui sait s'adapter à leurs besoins. Et les patients un peu plus âgés préféraient les médecins responsables et calmes. Si on regarde dans la littérature, aucune étude ne recueille aujourd'hui, à ma connaissance, l'avis des patients en chirurgie et en ophtalmologie. Il y a une revue de littérature parue récemment en neurochirurgie qui montrait que les 3 qualités les plus importantes pour le chirurgien aujourd'hui semblent être la communication, le travail d'équipe et la prise de décision. La communication, encore une fois, ressort énormément dans les études. Une étude de Roger Sewell qui montre qu'une erreur sur 4 au bloc opératoire est liée à un manque de communication. Et une étude d'Abou Hilal qui demandait aux chirurgiens, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans votre pratique? Et les chirurgiens citaient le travail d'équipe comme étant plus important que les connaissances théoriques. Notre étude a quelques limites, un biais de sélection parce qu'elle est monocentrique avec une prédominance féminine à 60%. Un biais de compréhension, on a essayé de limiter au maximum en testant notre questionnaire à plusieurs reprises sur des groupes de patients tests. Un biais de présentation, car nos items étaient toujours dans le même ordre sur nos questionnaires. On aurait pu les randomiser. Et on n'avait pas de questions ouvertes qui auraient permis à nos patients de s'exprimer librement. Au-delà de ça, notre étude a beaucoup de points forts. C'est la première étude sur le sujet qui est extrêmement novateur, actuelle, qui met le patient au centre du soin et qui utilise un modèle scientifiquement validé de communication qui est la ProcessCom. On a utilisé un questionnaire, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de patients inclus, donc une étude à forte puissance. Et surtout, c'est une étude qui peut avoir un impact en pratique courante parce qu'elle nous montre que la communication aujourd'hui, c'est ce qui est le plus demandé par nos patients. Il est donc nécessaire pour nous qu'on sache développer certaines qualités, s'adapter aux besoins de nos patients. Je pense que ce serait très intéressant de réaliser d'autres études dans d'autres spécialités chirurgicales, médicales, dans d'autres villes, dans d'autres pays, et j'espère que ça donnera des idées à certains d'entre vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Très intéressant. Je voudrais savoir comment se passe le remplissage du questionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de questions.
Alors, les questionnaires étaient distribués avant les consultations en salle d'attente. Donc, en général, en ophtalmologie, dans notre service, les patients attendent quand même 15-20 minutes. Donc, ils avaient largement le temps de répondre au questionnaire qui prenait 10 minutes, temps de chronométrage testé sur nos patients. Et on avait donc 3 questions préambules, 16 qualités, mais c'était plutôt des cases à cocher, donc ça va relativement vite. Et ensuite, les 18 objectifs de la ProcessCom, c'est pareil, c'est 6 qualités à sélectionner, à entourer. Donc, il n'y a pas de réponse écrite qui aurait pu prendre du temps pour nos patients. C'est vraiment surtout des choses à cocher ou à entourer, donc c'est peu chronophage. Mais ils le remplissent donc avant la consultation. Oui, c'est ça, en salle d'attente. Et pourquoi, comment peut-on savoir ce qu'ils pensent après la consultation? Justement, on a voulu éviter ce biais d'influencer le patient selon si la consultation s'est ou bien passée avec son médecin. C'est pas un biais, c'est le fond de l'affaire, c'est normal. Ce qu'on voulait, nous, c'était avoir une vue générale sur ce qu'il attend d'un ophtalmo en général et pas de l'ophtalmo qu'il va voir. Ah oui, mais donc c'est très théorique. C'est théorique, mais... En fait, c'est un travail, ce que vous faites, si je peux me permettre, je vais prendre le micro. C'est un travail a priori. Hein? Non, c'est pas un travail sur le ressenti, c'est un travail sur l'idée que les gens se font d'eux. Un travail sur les représentations des consultants, des clients potentiels, sur c'est quoi un bon ophtalmo pour eux. Donc, c'est les représentations sur lesquelles il faut travailler du grand public, comment ils imaginent c'est quoi être un bon chirurgien. Et ça rejoint, je voulais juste faire un commentaire par rapport au fait qu'on a reçu le rapport d'Olivier Farge sur la formation initiale des chirurgiens. L'Académie a publié ce travail et qui fait appel justement aux représentations du public sur c'est quoi aujourd'hui un chirurgien, alors ophtalmo ou dans d'autres disciplines. Mais ça veut dire que aller vers ce que le public attend éventuellement, et en même temps avec beaucoup d'erreurs de représentation, ça veut dire que le grand public a besoin d'être éduqué. Et ne pas forcément entrer dans les représentations excessivement caricaturales parfois et un peu trop primaires par rapport à ce qu'il est normal d'attendre d'un bon ophtalmo. Non, je maintiens qu'à mon sens, ce qui est important, c'est ce qu'ils pensent à la sortie et non pas l'idée qu'ils s'en font. Mais ils travaillent sur l'idée qu'ils s'en font. Voilà, mais on peut remarquer que cette étude s'est tenue dans un service d'ophtalmologie avec des patients qui étaient déjà venus dans 80% des cas, qui avaient déjà une certaine habitude des praticiens. Et le motif qu'invoque Léa, c'est-à-dire de ne pas les influencer en fonction d'une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, qui aurait été annoncée, quand même plaide pour un questionnaire distribué in situ dans le service avant la consultation. Mais votre remarque est excellente et on pourrait envisager de redonner ce questionnaire une semaine après, une fois que la consultation a été vécue et que les informations ont été passées. Qu'avez-vous pensé de votre prise en charge? Ça, c'est une toute autre étude, mais la remarque est très, très bonne. Oui. Hubert Joannet, votre secrétaire général. L'information, c'est que nous allons recevoir à l'Académie en février prochain un travail fait par deux cliniques de ORL qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un excellent chirurgien ?» Alors, ils sont encore plus ambitieux. Il a été accepté dans le fiche médical standard. Et la conclusion, c'est qu'eux, ils ont interrogé les patients, l'équipe du bloc opératoire, et le personnel hospitalier. Et l'administration. Le personnel hospitalier. Eh bien, les points de vue, les critères des uns et des autres, pour ces trois groupes de vues, si je veux dire, sont complètement différents. Ça, c'est. Voilà. Et puis, on remarque que lorsqu'on a commencé la chirurgie ambulatoire, il y avait des enquêtes qui répondaient que, en fait, 85% des gens avaient été très contents d'avoir été hospitalisés. Ils n'auraient pas souhaité ambulatoire. Il y avait d'autres enquêtes qui montraient que, non, 80% des gens avaient été très contents d'être ambulatoire et n'auraient pas souhaité être hospitalisés. Ce qui pose un biais, c'est que
Et ce qui finalement a tranché l'affaire, c'est que c'était les équipes qui posaient la question à leurs patients. Or, les patients, ils sont gentils, ils ont toujours envie de faire plaisir. Ce qui a tranché l'affaire, c'est l'association britannique type Que Choisir qui juge les grippins, qui a jugé la situation de l'enfant. Alors là, c'était totalement indépendant des médecins, de pouvoir que ce soit, et là encore, 85% étaient favorables à la chirurgie. C'était pas sous influence. Il y a peut-être aussi un biais qu'il faut analyser. En tout cas, merci. C'était pas sous influence. Pascal Richman. Alors, pour vous poser une question amusante, c'est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a bon? Je vous propose, on entend là? Oui. Non, je ne suis pas sûr. Non, il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé. Ah. Voilà. Ouais. Puisque vous posez une question amusante et provocatrice, je vous propose une réponse non moins provocatrice. Personnellement, je pense qu'un bon ophtalmo, c'est un ophtalmo qui vous donne un rendez-vous dans les 15 jours. C'est une expérience personnelle. Mais en tout cas, le délai au rendez-vous ne figurait pas parmi vos questions. Alors, la deuxième remarque, c'est qu'à un moment donné, vous dites que comme facteur de risque, l'étude de Rogers, le facteur de risque, c'est un défaut de communication. Mais là, vous faites référence à un défaut de communication dans l'équipe, qui est un facteur de risque reconnu en chirurgie. C'est pas le manque de communication avec le patient. Donc, c'est un petit peu hors peut-être de votre propos. Et la dernière remarque, Hubert Jeannet m'a devancé en plus avec des références, c'est on a un petit peu l'impression que les réponses qui sont données seraient valables pour tout chirurgien et peut-être même pour tout médecin. Mais en tout cas, je me reconnaissais, peu importe, mais je reconnaissais un peu la pratique, l'idée que pouvaient se faire les patients de la pratique médicale et chirurgicale plus en général, ce qui donne beaucoup d'intérêt à votre travail et de précocité. Juste un commentaire en ce qui me concerne, c'est vous avez finalement pointé quelque chose qui reste fondamental et central, c'est le besoin de communication dans la relation médecin-patient. Et le fait que vous allez faire confiance à quelqu'un qui va vous parler, qui va vous expliquer, prendre le temps. Et donc, ça, c'est une notion extrêmement importante qu'on va retrouver pratiquement dans toutes les difficultés qu'on peut avoir secondairement sur le plan judiciaire, etc. On travaille actuellement à l'Académie sur les violences obstétricales et gynécologiques. Et on voit que quand on fait des actes intrusifs, toucher vaginal, toucher rectal, etc., tout ça est bien accepté par les patientes, à condition que ce soit bien présenté, anticipé. Et il y a une notion qui manque peut-être aussi dans votre travail, mais qu'on revoit surtout quand ça devient complexe et avec des conséquences judiciaires, c'est du consentement. On va faire ça, monsieur, madame, est-ce que vous êtes d'accord? Et cette notion-là, du consentement à l'acte, est quelque chose de fondamental qu'on n'enseigne pas suffisamment à nos jeunes. Et donc, faire attention parce qu'on sait que les débordements vont venir de là. Oui. Est-ce que vous avez changé votre pratique dans l'organisation du service en fonction de cette étude? Est-ce que vous passez plus de temps en consultation depuis cette étude ou pas? Dans l'organisation du service en lui-même, c'est compliqué. Moi, j'essaye d'appliquer mon étude, sinon je l'aurais faite pas pour rien, mais personnellement, j'ai envie de l'appliquer en pratique. Donc oui, j'essaye d'essayer au mieux de communiquer avec mes patients et de m'inspirer des critères des critères de personnalité, de développer un petit peu plus ceux qui étaient privilégiés par mes patients en fonction de leur âge ou de leur sexe ou de leur motif de consultation. Et vous passez plus de temps? J'essaye, mais en ophtalmologie, ça va vite, les consultations. Mais partout. Oui. C'est un Tout le problème vient là. C'est que... Après, si on n'essaye pas, ça risque de pire en pire. Donc, Mais le lieu de l'hôpital public est le meilleur lieu pour justement moduler cette quantité de temps accordé aux patients en fonction de chaque patient et faire de chaque patient un cas particulier. Et puis, c'est aussi le lieu de leur formation. Donc, ces compétences qu'on dit non cliniques et non-clinical skills sont dans les maquettes d'internat, mais insuffisamment enseignées parce qu'ils échappent parfois à la plupart des praticiens actuels parce que non perçus comme essentiels par rapport à des compétences techniques ou fondamentales. Donc,
une piste à creuser dans d'autres disciplines et je crois que le service de chirurgie vasculaire à Strasbourg va également faire une étude faisant écho à la première avec probablement des adaptations qui tiendront compte des commentaires, des excellents commentaires qu'on a entendus cet après-midi. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci. C'était très, très utile et très formateur pour tous. Il y a encore quelques besoins de continuer la conversation parce que c'est un sujet vraiment très intéressant ce que vous avez abordé. L'Académie dont parlait le président sur la formation des chirurgiens qui aborde justement tous ces points, les mots-clés pour les chirurgiens, etc. Vous l'avez sur le site, hein, c'est 288 pages, plein d'aspects qui sont traités, il est sorti ce mois-ci. Ouais, c'est un travail énorme, très important. Alors, un point, je vais peut-être paraphraser ce que dit notre vice-président Pascal Richman. Il y a aussi, finalement, ce qui est important, c'est l'analyse des besoins des patients. C'est medical needs. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est très important de les écouter. Et c'est pour ça que votre travail est vraiment très essentiel. C'est parce qu'ils n'attendent pas forcément l'acte technique le plus pointu, extraordinaire. Ils veulent surtout quelqu'un qui soit capable de les prendre en charge. Le problème, en fait, on a besoin de continuer parce que c'est un sujet tellement important. Oui, mais le patient, c'est pas c'est toi, c'est la nécessité négative. Voilà. En fait, la remarque de Bergenet, quand il a cité Que choisir était une bonne remarque. C'est une étude de consommateur. En fait, et la vision du patient, souvent, c'est une vision de consommateur, de plus en plus. Et là, effectivement, si on rentre dans les âges, les comportements sont différents. Les comportements des plus jeunes sont plus des comportements de consommateurs, habitués à un certain type de communication, etc. Les plus âgés qui ont déjà donné en chirurgie, ils peuvent attendre 2 heures, ils sont bien contents parce ils savent qu'ils seront bien opérés, etc. Donc, je crois que c'est un côté très intéressant et le besoin, se centrer sur le besoin du patient, l'attente du patient, c'est évidemment une remarque très importante. Celui qui devait être là ce matin, Une remarque, une question. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on a une annonce, c'est qu'un intervenant qui ne pouvait pas être là ce matin, c'est lequel, tu me dis Sébastien, Qui est arrivé? et qui est en ligne. On va lui donner la parole, mais il faudrait qu'on... Je ne vois pas dans le programme. Non, mais il a parlé ce matin, Sébastien. Il a déjà parlé ce matin? Il a parlé ce matin? Ah, excusez-moi. Pardon, on ne va pas faire bis repetita, non, je ne comprends pas.